Décembre 2022. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, j'ai les excuses de Mme Nicole Canque qui donne pouvoir à Dominique Robert, de Sandra Dorier qui donne pouvoir à Bruno Lacondemine, de Michel Piret qui donne pouvoir à Jocelyne Narbou, Julie Lafleur qui donne pouvoir à Florence Farinet et de Christian Dugelet qui donne pouvoir à Maurice Didier. Il arrive. Il travaille. Nous allons maintenant nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats ou des candidats? Allez, Franck Joly et Bernard Gros sont candidats. Qui est pour Franck Joly? Qui est pour Franck Joly? Qui est pour Bernard Grosbeau? Qui s'abstient? Qui est contre? Franck Joly sera secrétaire de cette séance. Merci. Nous avons commencé par l'approbation du compte-rendu de la séance du 14 novembre 2022. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Des remarques, des observations, des demandes? Qui est pour son approbation? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Deuxième sujet, indemnité d'occupation d'un locataire. Je passe la parole à Blandine Monfray. Bonsoir. Donc oui, en effet, on doit voter ce soir une indemnité d'occupation de locataire. Il s'agit en fait de Cyril Marguin, pour qui on avait loué un local 3 places de la Gare. C'était un bail qui a été fait pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois, donc pour 3 ans maximum, compte tenu des projets qui étaient prévus sur le quartier de la Gare. Et donc le dernier bail prenait fin le 14 mars 2022. Il lui a fallu un peu de temps. À cette date-là, il n'avait pas trouvé de local pour déménager. Donc on lui a laissé le temps de trouver un nouveau local. Et donc il a quitté les lieux le 30 juin. Et comme donc le bail était terminé au 15 mars, on ne pouvait plus lui encaisser des loyers. Et donc on doit voter une indemnité d'occupation qui correspond au loyer qu'il avait jusqu'à présent. Donc la période du 14 mars au 30 juin 2022. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Je vous lis la délibération. Donc Monsieur le maire expose dans le cadre du bail dérogatoire contracté entre l'entreprise Cyril Marguin et la commune de Saint-Georges-de-Renins pour le local aux 3 places de la Gare 68 830 Saint-Georges-de-Renins. La période d'occupation se terminait le 14 mars 2022 au plus tard. L'entreprise ayant eu des difficultés à retrouver un nouveau local, elle a bénéficié de l'utilisation de celle-ci. Le locataire n'avait donc plus de bail, mais il occupait tout de même les lieux. À la place du loyer, il est alors redevable d'une indemnité d'occupation qui vient se substituer pour le même montant au loyer, en fonction de la date de la libération du local. L'entreprise ayant quitté le local en date du 30 juin 2022, Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer l'indemnité d'occupation de l'entreprise Marguin à 2 782,27 € pour le local du 3 places de la Gare à Saint-Georges, montant correspondant aux arriérés dus. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Sujet suivant, plafond de prise en charge du compte personnel de formation. Blandine également. Alors, donc ça c'est une obligation qui date de 2017, pardon. Ça n'avait jamais été mis en place et en fait on doit délibérer pour que les agents aient le droit au compte personnel de formation. On a fait, en amont, on avait déjà fait des recherches de tout ce qui se passait dans les communes environnantes pour voir ce qu'on pouvait proposer. On a soumis notre projet de prise en charge pour compte personnel de formation auprès du comité technique, au CDG, ça a été présenté. On a eu un retour favorable. Donc en fait, aujourd'hui, c'est si les agents souhaitent nous demander des formations et utiliser ce compte personnel de formation, il faut qu'on puisse répondre à cela. Donc on a fixé en fait il y a un certain nombre de choses qui sont reprises dans les délibérations, mais pour faire simple, en fait, on a repris des frais de pédagogie qui seraient plafonnés à 500 € par an et par agent. Voilà.
Donc, c'est pas d'office, c'est si on en a la demande et si le projet est étudié. Voilà, donc ça n'existait pas jusqu'à présent, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le mette en place. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Je vous lis les 3 pages de délibération. Donc, Monsieur le maire expose, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, vu le décret numéro 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation, vu le décret numéro 2019-1392 du 17 décembre 2019, modifiant le décret numéro 2017-928 du 6 mai 2017, relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, vu l'avis du comité technique en date du 28 novembre 2022, considérant ce qui suit, les articles L. 422-4 et L. 422-7 du Code général de la fonction publique créent, à l'instar du dispositif existant pour les salariés du droit privé, un compte personnel d'activité au bénéfice des agents publics, c'est-à-dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels qui soient recrutés par des emplois permanents ou non, le temps complet ou non complet. Le compte personnel d'activité se décompose de deux comptes distincts, le compte personnel de formation, le compte d'engagement citoyen. Le CPA, donc ça c'est le compte personnel d'activité, a pour objectif, par utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie de la liberté d'action de l'agent et de faciliter son évolution professionnelle. Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel de la formation. Il permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation. L'alimentation s'effectue dans la proportion suivante: 25 heures maximum au titre de l'année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures, porté à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification. Un crédit d'heures supplémentaire est en outre attribué dans la limite de 150 heures à l'agent dont le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des 2 années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande. Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celle relative à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle. Certaines formations sont considérées par les textes réglementaires comme prioritaires dans l'utilisation du CPF. La prévention d'une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions, la validation des acquis d'expérience, la préparation au concours des examens, le bilan de compétences. L'organe délibérant peut définir d'autres priorités en complément. Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d'utilisation du CPF et prévoit notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des agents à cette occasion peut faire l'objet de plafonds déterminés par l'Assemblée délibérante. Le Conseil municipal, sur le rapport de Monsieur le maire et après en avoir délibéré, donc décide. Article 1. La prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel de formation est plafonnée à 500 € par an et par agent. Article 2. Les frais occasionnés pour le déplacement des agents lors des formations ne sont pas pris en charge. Article 3. Les demandes de mobilisation du CPF peuvent être formulées à tout moment tout au long de l'année. Elles seront examinées au fur et à mesure de leur formulation. Un délai minimum de 3 mois devra être respecté entre la réception de la demande de CPF par la collectivité et le début de la formation de l'agent. La demande doit contenir les éléments suivants: présentation du projet d'évolution professionnelle, programme et nature de la formation visée, organisme de formation sollicité, nombre d'heures requises, calendrier de formation, coût de la formation. Les actions de formation suivantes seront prioritairement accordées au titre du CPF. Les actions de formation visant à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions, la validation des acquis d'expérience, la préparation au concours examen. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du CPF par l'administration doit être motivée.
Le refus peut être contesté par l'agent devant l'instance paritaire compétente. En cas de refus de la demande, la mobilisation du CPF pendant 2 années consécutives, le rejet d'une 3e demande portant sur une action de formulation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente. Pardon. Les crédits correspondants seront inscrits au budget. Voilà, donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci Blandine. Nous avons 2 avis d'enquête publique. Alors on va commencer par l'avis d'enquête publique de la société Granula Vica. En fait, il s'agit de cette société Granula Vica, Granula Ronald Vica, exploite aujourd'hui la carrière qui est à la limite de Saint-Georges-de-Renins au sud, sur le territoire de la commune d'Arnas. Une gravière qui fait environ 140 hectares, qui arrive à son terme, et c'est en prévision des besoins futurs de matériaux pour les entreprises locales que la société Granula Vica a demandé à étendre ce territoire d'un peu plus de 24 hectares environ, je crois. Alors, vous le voyez sur le plan. Le site actuel, c'est celui qui est entouré de pointillés, et puis la partie en rouge à l'ouest, c'est le site en allant vers la ZAC, enfin sur l'île Porte, en allant vers la départementale, c'est ce qui est demandé pour avoir une autorisation d'exploitation prochaine. Voilà, et donc les communes limitrophes doivent se prononcer. Que dire, c'est que vous avez un dossier que vous avez dû avoir qui est assez copieux, assez volumineux. J'en ai un exemplaire ici pour ceux qui souhaitent le consulter, peut-être après le vote, si ça ne vous fait rien. Je dirais, en ce qui me concerne, qu'il n'y a pas beaucoup de novation dans cette démarche, puisque aujourd'hui, Granula Rhône-Alpes, Granula Vica exploite son site actuel, et elle va continuer dans le même esprit. La seule question qui se posait, c'était de savoir si les services de l'État, et notamment de l'environnement, acceptaient de leur accorder cette autorisation dans le cadre du suivi environnemental et surtout des mesures de compensation qu'il y aurait, puisque lors de l'exploitation, il est certain que les barges qui vont creuser pour extraire les matériaux, eh bien, vont perturber un petit peu la biodiversité, la faune, la flore et tout cela, mais il est nécessaire de respecter certaines règles, et puis il ne faut pas empêcher les activités économiques de s'exercer. Je voudrais dire 2 choses. Déjà, le site qui s'achève, l'exploitation qui s'achève, a démontré par le suivi environnemental régulier qu'ils font, auquel nous sommes associés, puisque chaque année, alors les 2 années Covid ont un petit peu perturbé la chose, mais chaque année on a une réunion normalement et on reçoit le rapport de suivi environnemental de l'exploitation du site, et en général il n'y a pas grand chose à dire. Et il en sera de même, on pense, pour la suite. Alors je reviendrai dans un instant, je vais revenir tout de suite. Il y a eu des observations qui ont été formulées par le Conseil national de protection de la nature, qui a posé 3 seules questions et qui donne un avis favorable. Les 3 questions, c'était la clarification de la mise en valeur de l'ancien restaurant à des fins écologiques. Alors on a un peu cherché où était ce restaurant. En fait, il n'est pas sur ce site, il est plus bas, il est vers Massieux, puisqu'ils sont propriétaires, Granula Vica, de l'île de Benne, et ils proposent de compenser sur les 4 hectares et demi qu'ils ont, et qu'ils vont restituer à leur collectivité locale, de mettre le bâtiment qui est un petit peu abandonné, qu'ils servent de nichoir pour des chiroptères. Et donc ça sera fait, puisque ce bâtiment sera confié à la collectivité. Donc, en principe, il n'y aura pas de problème. La deuxième condition, c'était un engagement de la rétrocession des terrains à la collectivité à l'issue
de l'exploitation, avec garantie de la pérennité des différentes mesures. Alors ça tombe sous le sens, c'est évident, puisque c'est un engagement qui est pris au départ de l'exploitation. Aujourd'hui, les 120 ou 140 hectares vont être rétrocédés à Arnas, à la commune d'Arnas, et ils ont été auparavant transformés en sites avec un étang, avec des promenades, avec des sites où la biodiversité s'est, au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, reconstituée au fil des ans. Donc il en sera de même. Par conséquent, la réponse de Granula Vica a été claire. Elle s'engage à restituer les lieux dans le même état d'esprit. Il y a des espèces exotiques et invasives qui ont tendance à prospérer lorsqu'il y a des exploitations de cette nature. Donc le CNPPN demande de mettre en place les moyens de gestion de ces espèces invasives, dont l'astère, et puis de l'astère américain, l'armoise, etc., et d'autant que faire se peut, les éradiquer. Et là, il y a un plan de gestion de ces espèces. Voilà pour ce qui concerne, il y avait 3 observations qui sont faciles à évacuer. Après, il y a les remarques formulées par la mission régionale de l'autorité environnementale. Alors là, le dossier est un peu plus volumineux puisque j'ai relevé une vingtaine d'observations. En revanche, je dirais, en étant un petit peu taquin vis-à-vis de l'autorité environnementale, qu'ils auraient dû lire le dossier complètement et puis peut-être se déplacer pour vérifier que les réponses étaient dans les questions. Donc sur les 20 questions posées, il y en a beaucoup. D'ailleurs, le dossier est très bien fait. Le bureau d'études répond parfaitement. Il y en a un ou deux où il y a des suivis à faire. Il y a peut-être des réponses complémentaires à apporter, mais globalement, tout y est. Alors on parle de suivi de l'eau, les piézomètres sont installés, il y en a 13 je crois, ou 14. Le suivi alors un sujet, ça c'est anecdotique, il demande un suivi des nuisances sonores pour les habitations à proximité, sachant que la première habitation est à 150 mètres. Alors là, la réponse est un peu amusante, puisque en fait, la maison dont il s'agit est située de l'autre côté de l'autoroute par rapport au site. Par conséquent, les nuisances sonores doivent venir prioritairement du passage des véhicules, et l'étude n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Bon, à part ça, il y a des choses intelligentes qui sont dites, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qu'il y avait alors, mais dans les réponses surtout, les barges de la société Granula Vica, pour diminuer le transfert, parce que tout va se faire par barge, ils vont acquérir des barges de 500 tonnes au lieu de 320 tonnes, ce qui fait qu'ils auront beaucoup moins de déplacements. Il y aura 5 déplacements de barges par jour, au lieu des 10 qui étaient imaginés. Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre est de 838 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui est beaucoup mais faible en même temps, puisque quand même c'est une exploitation importante. Bon, les zones humides seront recréées, les compensations sont faites, la biodiversité sera là. Je dirais, pour conclure, enfin, si vous voulez, je peux aborder les 20 sujets, hein, et vous apporter les réponses qu'ils sont données si vous le souhaitez. Il suffira qu'il y en ait un d'entre vous qui me dise oui et je le ferai. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes quand même beaucoup concernés, puisque nous avons le marais de Boitray à proximité, qui est un espace naturel sensible et important, qui est le plus grand espace naturel du Rhône, hein, du département, avec 85 hectares sur la commune de Saint-Georges et un peu plus de 40 sur la commune d'Arnas. Ce qui est positif, c'est que les 120 ou 140 hectares vont peut-être, si la commune d'Arnas est d'accord, venir se joindre à notre territoire déjà suivi, et ça apportera un plus à cette zone humide, à ce marais. Il y aura peut-être une manière, avec des études adaptées, d'améliorer la gestion de notre marais, en ce sens qu'aujourd'hui on souffre un peu de sécheresse et il manque de l'eau dans notre marais, et peut-être que
via les pompages qui seront faits, on pourra peut-être avoir au niveau du bief de l'Aille notamment, qui passe sur ce site. Peut-être des choses qui seront intéressantes pour notre zone. Voilà. Il est certain que la durée d'exploitation est jusqu'en 2030. Et en fait, ils vont sortir, ils annonçaient sur le document 750 000 à 1 million de tonnes par an. En fait, ils vont en sortir moins, ça sera plutôt 500 000 à 600 000. Mais bon, l'autorisation sera pour ce montant. Et sachant qu'au global, ils vont sortir 2 500 000 tonnes de gravier, enfin de matériaux, pardon. Sachant que les matériaux, puisqu'il y avait une question qui demandait comment se passait le traitement des matériaux sur site, mais il n'y a pas de traitement sur site, puisqu'ils sont envoyés sur les 3 sites de Granula Vica, un à Belleville, un à Ambérieux, et puis un 3e sur Jassan, je crois, mais je ne suis pas sûr. Jassan. Oui, ça doit être ça, Jassan. Voilà. Si vous voulez, je peux aller plus loin dans le détail, mais j'ai essayé d'être synthétique et de présenter malgré tout le dossier dans sa globalité. Si vous avez des questions à poser, j'y répondrai bien volontiers. Avant qu'on parle... Pardon ? Non, c'est sur Arnas. Non, mais c'est à proximité de Saint-Georges. Il y a notre site à proximité, notre site environnemental, donc nous sommes concernés. Oui, oui. Là, le site, il est juste en limite, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, la gravière actuelle, le long de la Saône, va jusqu'au chemin qui sépare nos 2 communes, et là, on ira au-delà. La seule chose qui sera un peu prégnante et sur laquelle ils insistent, c'est qu'il y aura une route qui sera dévoyée sur 500-600 mètres, je crois. Une voie qui sera dévoyée, donc qui créera quand même certaines nuisances. Tout n'est pas idéal et idyllique, mais bon... c'est quand même une entreprise qui a un objectif économique, mais la réalité de terrain fait qu'au bout du compte, il y aura un suivi environnemental qui permettra de limiter les impacts, et surtout à la sortie, eh bien, on aura quand même un site qui sera quand même très marqué environnemental, respectant la biodiversité, la faune, la flore, avec des espèces comme celles que nous avons sur le Marais, et qui sont quand même remarquables. Non, alors, mis à part le fait qu'effectivement, pour lire les pratiquement 2000 pages qui concernent ce sujet qu'on a reçu, ça me semblait impossible avant la réunion pour avoir un avis qui soit sincère. Simplement, vous avez bien fait, je dirais, une synthèse un peu des documents qu'on a reçus, mais moi, j'ai largement pas tout lu. Ceci étant, il faut savoir que comme on va constituer un site Natura 2000 avec Arnas, ce serait bien qu'on soit dans la même direction. Je pense que c'est le cas actuellement, enfin ça je ne sais pas, parce que je ne peux pas en dire quelque chose là-dessus. Et ce serait aussi une question, est-ce qu'on est vraiment en phase avec Arnas par rapport, nous, à notre zone Natura 2000 ? Et est-ce qu'on va aller dans le même sens dans l'avenir si effectivement les terrains leur sont bien cédés? Puisque en plus, je crois qu'il y a des zones qui vont être reconditionnées pour étendre ce qui a été pris pour l'eau, pour étendre les terres qui seront destinées à Natura 2000, enfin dans le contexte de Natura 2000. Alors, je dis oui par anticipation. On s'est déjà rapproché de la mairie d'Arnas, avec qui on travaille en proximité, entre autres sur ce dossier. Et prochainement, on va organiser une réunion avec le maire d'Arnas, la personne qui est en charge de ce dossier à leur commune, Christian pour la commune de Saint-Georges, et puis si tu veux venir, avec grand plaisir, et moi j'y serai, de façon à ce qu'on définisse une vraie politique environnementale conjointe. Il faut dire qu'au départ, sur le site de Boitré, on était tout seul, et Arnas nous a rejoint, Michel Romanet-Champin a accepté de venir avec nous, et ils apportent quand même une valeur environnementale importante pour la continuité de notre site,
Et on est réellement en phase avec eux sur ce dossier. Alors, avant, c'était le CREN qui s'occupait de ça. Maintenant, on est en contrat avec le SEN. Le SEN, bon, je vous en parlerai un autre jour. Il y a aussi des choses à faire de ce côté-là, peut-être à améliorer, notamment. Ce que personnellement je souhaite, c'est qu'on ait une vision, on ait bien une vision qu'on partage avec la population, avec les écoles. Il y a déjà des gens qui y vont, mais peut-être pas assez à mon goût. Il faudrait être beaucoup plus expressif dans la démonstration, et grâce à ce qui se passe à côté, on pourra le devenir plus rapidement, je pense. Alors, merci pour la proposition d'assister avec la mairie d'Arnas à cette réunion. Donc, je veux bien participer. Et puis, j'espère aussi qu'avec Christian, on pourra, dans le cadre de la commission environnement, en parler un peu pour échanger ensemble sur le sujet. D'ici là. Alors je crois qu'effectivement ce dossier est très environnemental et très important. Il faut en parler déjà à l'interne à Saint-Georges-de-Renins et partager avec nos voisins. Ça c'est important. Alors ça va au-delà presque de Natura 2000 même, c'est plus important. Ouais. D'autres questions, d'autres interventions? Si vous le voulez bien, on va passer au vote d'une délibération que je vais vous lire. Avis d'enquête publique, Société Granula Vica. Le maire expose. La Société Granula Vica a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône une demande d'autorisation environnementale pour son projet d'extension d'une carrière alluviaire en eau à Arnas. L'enquête publique relative à cette procédure se déroule du 14 novembre 2022 au 16 décembre 2022. Le dossier d'enquête publique relatif à la demande présentée par la Société Granula Vica a été joint à la note de synthèse. En application de l'article 181-38 du Code de l'environnement, la commune de Saint-Georges-de-Renins est invitée à émettre un avis. Pour être prise en considération, cet avis devra être émis au plus tard par l'Assemblée délibérante dans les 15 jours suivant la clôture de l'enquête publique, soit avant le 1er janvier 2023. Après délibération, le conseil municipal décide de formuler un avis sur le projet d'extension d'une carrière alluvionnaire en eau à Arnas. Je vous propose de formuler un avis favorable, puisque c'est ce que je pense. J'ai oublié de vous dire une chose, dans un souci d'honnêteté et de parfaite connaissance du dossier, c'est que la commune d'Arnas et l'agglo de Villefranche, ainsi que la communauté de communes Saône-Beaujolais, ont mis une réserve, sous réserve de respecter les avis du Conseil national de la protection de la nature et de la mission régionale d'autorité environnementale. Compte tenu de la lecture que j'ai faite du dossier, moi je ne pensais pas utile de le rajouter, puisque c'est un engagement qui est pris dans les deux réponses. Alors parfois il y avait pas c'était sans objet, mais parfois ils ont pris cet engagement. Donc je n'ai pas jugé utile de le rajouter. Si vous voulez qu'on le rajoute, on le rajoutera. Pour ma part, je trouve que le dossier est suffisant et suffisamment expressif pour que les choses soient respectées complètement. Voilà. Je suis désolé de revenir sur la discussion que j'avais oublié, c'est à la lecture que j'avais oublié de vous dire ça. Faut pas casser. Ah, mais c'est à moi? Qu'en pensez-vous? Ben moi, je reste sur mon texte, alors je vous propose de voter ce texte en l'état, oui, parce que, enfin pour moi, mais si vous voulez que je rajoute, mais sinon, on vote en l'état. Je ne sais plus où j'ai mis ma délibération. Ah, mais la piqué. Voilà, vous l'avez prise. On reste comme ça? Alors, qui est pour l'adoption de cette délibération en l'état? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Deuxième dossier, deuxième enquête environnementale. Alors, il s'agit du dossier Méta-Val de Saône. Méta-Val de Saône, où il est le projet de délibération? D'accord. Là aussi, on a deux dossiers que nous avons reçus et que vous avez eus. En fait, il a été créé il y a
il y a 2-3 ans, et elle est en exploitation depuis fin 2021, une unité de méthanisation sur la commune de Dracé. Cette unité de méthanisation, c'est la partie en jaune, là, encadrée de violet, qui a été construite et qui produisait, qui accueillait un certain volume. Alors, la méthanisation, si vous voulez, en deux mots, enfin bon, je reviendrai dessus. Donc, qui avait une certaine capacité d'accueil de fumier de bovin, de lisier, de cultures intermédiaires à vocation environnementale, de paille, d'ensilage d'herbe et de produits issus de céréales et de maïs. Et aujourd'hui, donc ils avaient fait une déclaration, et aujourd'hui ils augmentent les volumes. En fait, ils augmentent les volumes dans des proportions assez importantes, puisqu'on passe à 28 600 tonnes alors qu'on devait être beaucoup plus bas. Et de ce fait, ils sont inscrits en ICPE, mais c'est un peu léger puisqu'ils sont en dessous de 100 tonnes jour, je crois, et ils sont à 70 tonnes. La chose qui me préoccupe quand même, c'est que le process est monté en puissance de manière très très forte, et je ne sais pas si vous avez lu les documents. Il y a un certain nombre de questions que je me suis posées et que j'ai posées au service de la préfecture qui suivent ces dossiers. Alors, il y a 2 services, il y a un suivi administratif, puis il y a un suivi plus technique. Donc, j'ai envoyé une note pour demander des explications. Je vais vous lire la note que j'ai envoyée. Alors, j'ai reçu la réponse vendredi. On ne vous l'a pas relayée, mais je vous en dirai à peu près le contenu. Alors, j'ai posé les questions suivantes. Je reviendrai au process après, si vous voulez. Ayant abordé la lecture des 2 dossiers importants et volumineux déposés, j'aurai quelques questions, sans doute de novices, mais vos réponses peuvent éclairer notre décision et me permettre d'étayer la présentation du dossier. Il s'agit d'un accroissement de production de l'installation déjà réalisée et qui induira une augmentation notable des volumes d'intrants et des quantités de digestats solides et liquides destinés à l'épandage. En fait, on rentre dans le méthaniseur, on amène des lisiers, des fumiers, des produits, des résidus de culture intermédiaire, de l'ensilage d'herbe, des produits de fauche, de prairie, etc. On amène tout ça et on les stocke de manière différenciée en fonction. Et puis on a un process qui on amène via des vis. Alors il y a le liquide, le lisier, il passe dans un tuyau, il est pompé, le reste est amené de vis et dans une cuve de trituration, les tritures, voire on broie. Après on amène à stocker ces produits dans une cuve qui est une cuve de digestion, un digesteur, et le procédé se fait, la fermentation est anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et là ce sont des petites bactéries qui mangent un petit peu tout ça et qui transforment les choses. Derrière le biométhane, puis c'est du biométhane qui en sort, et d'abord on enlève l'eau, après on enlève l'H2S, on désulfurise par injection d'oxygène. Donc là, ça se fait à l'air, avec l'air, et l'hydrogène sulfuré descend. Et puis, après une autre transformation, après des passages dans 3 membranes, on arrive à du biogaz qui, lui, est injecté après purification dans le réseau, sur GRDF directement. Voilà, donc et tout ce processus, ça prend un petit peu de temps, puisque 80 jours, ça entraîne des contraintes industrielles, puisque c'est réellement industriel. Et derrière, on en sort, à part le gaz, un digestat solide et un digestat liquide, et qu'on veut revaloriser, et c'est ce qu'on fait par épandage.
Donc tout ce qui ressort est épandu dans des terrains qui sont préparés pour ça, enfin qui sont capables de recevoir, et ils apportent des amendements puisqu'ils sont composés de potasse, d'azote, etc. Mais il faut les enfouir quand même dans certaines conditions pour éviter les odeurs dans l'environnement. Voilà. Donc l'objectif de cette production, c'est de fournir du gaz, bien sûr, de valoriser des déchets de cette façon, mais tout ce qui est résidu, de l'utiliser de la meilleure façon possible pour que ça ne pollue pas l'environnement et pour que ça apporte un plus. Voilà. Donc tout le débat est là de savoir quels sont les enjeux. Et c'est dans ce sens que je me suis permis de poser ces questions qui sont donc les suivantes. La première, le gisement prévisionnel prévoit 77,3%, soit 22 100 tonnes de cives de culture intermédiaire à vocation énergétique en silage d'herbe. Afin de parvenir à ce résultat, quelles surfaces de culture respectives seront utilisées? Ils m'ont répondu, ça sera grosso modo 1000 hectares pour les cives et 500 hectares pour l'ensilage d'herbe. Donc ça fait 1500 hectares qui seront utilisés. Quelles méthodes d'épandage seront utilisées afin d'en optimiser la qualité en évitant notamment le phénomène d'évaporation de l'ammoniac? Ils m'ont donné les listes de matériel qu'ils utilisent, et effectivement, ils utilisent des matériels, il y a deux types de matériel, il y en a un avec des disques et l'autre avec des pendillards, et ces pendillards permettent, donc l'ammoniac est volatile, donc il faut le mettre assez rapidement, et il faut le mettre le plus près possible du sol, donc les pendillards vont à 2-3 cm, et puis avec les disques, on va un peu plus profondément. Donc ça se fait bien, mais il faut être équipé d'un matériel qui est quand même assez onéreux. Donc je crois que l'entreprise Eau-Claire a du matériel. Je ne sais pas comment ça se passe, en fait, s'ils le mettent à disposition pour l'enfouissement. Autre question, est-ce qu'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone est produit? Alors, ils me l'ont envoyé, le bilan de gaz à effet de serre, qui est plutôt flatteur, mais j'ai noté deux, trois décalages ou incongruités dans le raisonnement, et qui est difficile à suivre malgré tout. Et je vous passe le raisonnement et ma réponse, mais la question a été posée. Peut-il y avoir concurrence dans l'affectation des sols avec d'autres productions? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque le terrain est au repos, ceux qui n'ont rien doivent mettre des cultures, des sipans et autres, mais ces sipans sont relabourés dans la terre parfois, et ils peuvent aussi être réutilisés, et c'est là où les cultures intermédiaires interviennent après les productions, entre deux productions. C'est là qu'elles présentent un intérêt, mais ces cultures, est-ce qu'elles ne sont pas aussi demandeuses d'engrais ou d'autres choses pour pousser vite, parce qu'il faut que ça pousse relativement vite? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc et quand je dis peut-il y avoir concurrence dans l'affectation des sols avec d'autres productions, il ne faudrait pas qu'on soit amené à produire des cives ou d'autres choses uniquement pour l'utilisation en méthanisation, ou qu'on pénalise les autres produits. Y a-t-il mobilisation d'Igesta pour la fertilisation des sols destinés aux cultures intermédiaires à vocation énergétique et prairies? Là, je pense que j'ai mal posé ma question, ils ne m'ont pas répondu, ils disent que non, que les cibles se font toutes seules, mais bon, je ne sais pas comment. N'y a-t-il pas un risque d'extension des cultures intensives au détriment de cultures de proximité? Ça, c'est le gros enjeu, je pense. Je n'ai pas la réponse, puisque aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette méthanisation, du fait de sa montée en puissance, ne va pas être trop demandeuse de produits d'intrants, en fait. Après, voilà. Quels sont les risques d'odeur pour le voisinage sur les sites d'épandage? Alors là, ils ne m'ont pas compris. Bon, j'ai reposé la question aujourd'hui parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de risque d'odeur sur le site. Le risque d'odeur sur le site existe, mais il est limité, et le voisin, c'est l'entreprise qui exploite, donc c'est un peu leur problème. En revanche, je demandais sur les sites d'épandage, puisque là, nous, la question est posée, puisqu'il y a un site d'épandage sur Saint-Georges, qui est sur Charon, et un peu plus loin, entre Delfingue et Charon, et là, je demande... effectivement, si c'est bien fait, il y a très peu de risque d'odeur.
si on enfouit assez rapidement et si on utilise du matériel adapté. Mais aujourd'hui, donc, après les réponses qu'ils m'ont envoyées, hein, qui disent que tout est bien, tout est vertueux, j'ai reposé mes questions aujourd'hui et je conclus de deux façons. C'est que dans certains cas, bon, je n'ai pas de réponse, mais pour moi, le bureau de il me répond sur certaines questions, il répond de façon idéale en fait, c'est-à-dire en disant la réglementation prévoit ça. Mais moi, c'est pas ce que je demande. Je demande ce qui se fait sur le terrain. Et notamment, le bureau d'études ne répond pas tous les. Il serait intéressant que nous ayons les résultats de la production de digestat des cultures alternatives et des épandages. Cela nous permettrait de répondre de façon plus pertinente et réelle à nos questions. Il nous semble également utile qu'il y ait un suivi annuel des productions et de la qualité des épandages. Titre indicatif, sur les épandages qui se font avec le matériel qu'ils m'indiquent, ils ont un suivi en permanence de l'azote, du phosphore, de tout ce qui rentre, de tout ce qui est mis dans le sol. Ce qui est très très intéressant. Mais derrière, si personne ne contrôle, ça ne sert à rien. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on ait déjà sur la période, puisque ça existe depuis à peu près 1 an, ben, qu'on ait au moins dans le dossier une explication, une démonstration, là où on a utilisé les cibles, comment ça s'est fait, et là où on peut, où on fait de l'épandage, comment ça se pratique, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les gens sont satisfaits, etc. Parce qu'il y a quand même une économie de ce marché qui est intéressante pour tout le monde, et c'est tant mieux, hein, mais qui permet de faire des compléments de rémunération. Parfois, dans des sites, il y a des gens qui étaient des laitiers qui ont complètement arrêté le lait pour faire de la méthanisation. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'effet captateur trop fort de cette démarche. C'est la raison pour laquelle moi je demande qu'on ait un suivi annuel, un petit peu comme on fait le suivi dans d'autres circonstances sur un site environnemental. On dit la biodiversité est comme ça, on suit les oiseaux, les papillons, etc. Et c'est très intéressant. Et là, de la même façon, si on pouvait savoir d'où viennent les cives et les herbes des prairies, les ensilages et tout ça, puisque ça représente quand même 77% de ce qui est pris. Les lisiers, ils sont fatals, hein, donc ils les traitent, c'est bien, mais qu'en est-il du reste? Et là, j'avoue que alors je m'y suis peut-être pris un peu tard, ils m'ont répondu une première fois. Là, aujourd'hui, j'ai pas eu de réponse. J'ai écrit ce matin, puisque j'avais fait le dossier hier. Voilà mes réflexions, donc je suis extrêmement réservé sur ce dossier, j'aimerais bien entendre vos observations. Alors, j'en ai parlé à Michel Piret, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Il est en pleine période où il travaille beaucoup, et puis il a eu 2 défections aujourd'hui dans son personnel. Donc, je l'ai eu au téléphone malgré tout. Il m'a dit qu'il avait eu l'entreprise au clair. Bon, on n'a pas échangé. Moi, j'aimerais bien échanger avec les agriculteurs chez nous pour savoir ce qu'ils en pensent, parce que j'ai des avis assez réservés dans certains cas. Michel a un avis réservé, je crois. Quand on en a parlé en mai, juin. Pourquoi on n'a pas les avis des paysans Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait il y a une enquête publique qui se termine le 16. Hein. Enfin, oui, il y a un livre, c'est pas une enquête, hein. Il y a un livre le 15 ou le 16, je sais plus, le 15, qui doit être peut-être adressé, mais je peux pas en dire plus. C'est vrai que j'ai peut-être pris le dossier un peu tardivement, mais... En fait, c'est une exploitation privée et qui se passe à Dracé. Donc nous, on va voter pour quoi en fait là? On donne un avis parce qu'on a de l'épandage sur Saint-Georges. Ah, il y a un épandage sur Saint-Georges. Alors j'ai pas parlé des fluides. Les tracteurs, c'est 15 mètres cubes hein, par cube. Donc vous pouvez imaginer, ça fait des volumes. Et nous, ça serait sur Charon. Ben, le plan. Qui est là? Les terrains. Non, alors, dans la Suède. Oui, non. La CCSB, on n'en a pas parlé. La CCSB ne donne pas un avis, puisque ce sont les communes qui donnent un avis. Et donc, qui est consulté? Donc, c'est, j'imagine, les communes concernées. Et donc, nous, notre avis, il sert à quelque chose ou pas?
Je veux dire, quelle est la décision finale? Qui aura la décision finale? Ah ben, alors attendez, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, tous nos avis vont partir à la préfecture. La préfecture étudie les dossiers quand même. Hein. Si nos avis sont pertinents, même si on est minoritaire, peut-être peuvent-ils demander. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un suivi de ça. Aujourd'hui, je considère que le dossier est pas complet pour qu'on prenne une décision pertinente. Ou alors, on n'a pas eu suffisamment d'explications. Mais c'est peut-être aussi de notre faute, hein, je veux bien l'admettre. Mais on devrait, sur des dossiers de cette importance, avoir un peu... Il y a beaucoup de réunions, mais là, on n'en a pas et c'est un peu dommage. Oui, le dossier est vachement dirigé vers... alors, le dossier, il est fait... Non. Le dossier, il est fait par des gens qui prônent une méthanisation. Mais c'est un peu normal. Chez Vika, c'était pareil. Hein, le dossier, il est fait par des bureaux d'études qui sont payés par Vika. C'est à nous d'analyser derrière. Avec Vika, on avait 2 études. Pardon? Avec Vika, il y avait 2 études indépendantes qui donnaient leur avis objectif. Oui. Là, on l'a pas. Là, on l'a pas. Non. C'est vrai, les services de l'État n'ont pas donné d'avis. Et une autre question par rapport à ça, il n'y avait pas un autre projet de méthanisation sur Libertech? Alors sur Libertech, le projet de méthanisation, c'est la communauté de communes qui le porte. Mais ça va aussi générer des produits Alors ça sera un petit peu différent, puisque l'objectif, c'est de prendre des bouts de stations d'épuration, les résidus de la déchetterie de Charentais, et aussi des cives et aussi du reste, parce que il faut avoir une diversité dans ce qui rentre dans les digesteurs, mais après et surtout il faudra trouver des terrains pour répandre derrière. Oui, c'est pour ça. Les zones d'épandage, elles sont limitées. Elles sont limitées là où il y a de l'agriculture, effectivement. Oui. Mais on ne sait pas. Je ne sais pas si ça peut fonctionner sur le maraîchage pour l'instant, je crois pas. Les zones d'épandage, donc c'est le fait de volontaires qui se portent candidat. Je veux sur mon terrain. Moi, j'accepte de prendre. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais avec Suez, les bouts de nos stations d'épuration étaient un peu traitées sur notre site, et après, elles étaient directement emmenées chez des agriculteurs qui acceptaient d'épandre les bouts. On faisait un plan d'épandage avec une société et on payait des produits pour amender ce qu'on livrait, pour que ça soit facilement épandable et pour que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on a décidé, puisqu'il y avait des plaintes de riverains, qu'il y avait des odeurs à la station d'épuration, pour éviter tout ce genre de choses, que les boues seraient d'abord stockées dans des bennes fermées et qu'après elles seraient évacuées et emmenées vers des gens spécialisés. Ça nous coûte un petit peu plus cher, mais bon, d'un autre côté, on ne gère pas l'épandage. Donc à la limite, un riverain d'un terrain concerné, il n'est pas interrogé de savoir si... Il y a enquête publique, ça a été affiché, on n'est pas allé l'informer, mais il peut aller faire ses observations. On ne sait pas si les agriculteurs de la commune ont écrit dans cette enquête. Non. Ils ne sont pas revenus vers nous. Non, j'en ai pas eu. Non, mais il faut peut-être aller sur place voir, mais non, on n'a pas. Alors, notre avis, pour répondre définitivement à ta question, n'aura pas de conséquences. Si on dit oui, il ira dans le sens. Si on dit non, il va interpeller, il va peut-être faire en sorte que les gens se posent des questions. En revanche, il faut l'argumenter. Parce que, pour moi, je dis, il ne faut pas être contre. On est plutôt pour l'agriculture. On a besoin de l'agriculture. En revanche, il faut qu'on nous dise les choses de manière, et puis qu'il y ait un suivi. Granulat, Vika, il y a un suivi qui est extrêmement précis qui est fait. Bon, les enjeux sont peut-être différents en matière de superficie et de volume extrait, de biodiversité. En revanche, ici, c'est un vrai enjeu, les méthanisations. Et si vous allez voir dans la littérature qui se promène un petit peu partout, c'est qu'il y a des questions qui sont posées. Il y a des associations, on dit c'est pas toujours aussi vertueux. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien suivi, je pense, et bien encadré. Et
moi, à mon avis, si les services de l'État pouvaient dire on diffère un peu cette décision, parce qu'on n'est pas assis 8 mois après, sachant qu'ils ont commencé à faire comme si c'était fait. Le but premier, c'est de produire du gaz. Avant que... Oui, c'est ça, c'est bizarre. Traiter les déchets. Alors, oui et non. C'est traiter les lisiers. Ce qui peut arriver, Traiter les aussi, c'est lisiers, que- oui. ce qui peut arriver, c'est que la société qui exploite, donc au départ, elle met un champ à dispo, puis après, donc, elle va faire 10 champs donc, pour la méthanisation, parce que ça se vend mieux que le blé. Et puis après, nous, on n'aura plus de blé, on va être obligé de l'acheter en Ukraine ou au URSS. C'est la dérive. Merci pour l'invitation. Alors, oui, Alors ça, c'est non, c'est ce qui va arriver. Merci. C'est ce qui va arriver. non, pas nécessairement. L'objectif, justement, aujourd'hui, il est interdit. Il est interdit en théorie, mais c'est toujours pareil. Il y a un décalage entre la théorie et la pratique de mettre des cives pour des cives. Hein, c'est-à-dire, il est interdit d'aller prendre des productions nobles pour aller non. Mais il y en a eu, parce qu'il y a des manques, et parfois il y en a qui ont amené d'autres productions. Mais Je pense qu'il est pas important, c'est d'avoir l'avis de nos agriculteurs. Enfin, est-ce que ça leur amène quelque chose? Est-ce qu'il y a un intérêt? alors aujourd'hui, il y en a un qui va épandre sur Saint-Georges, qui est un agriculteur. Hein. Lui, il a un intérêt parce qu'il a des grandes surfaces et ça lui apporte quelque chose. Mais je dirais, s'il ne fait pas ça, il a d'autres méthodes. Jusqu'à maintenant, il faisait autrement. Hein. Mais bon, c'est vrai que je ne veux pas me prononcer pour dire. Mais dans l'état actuel des choses, compte tenu de ce qu'on sait, pour moi, le dossier est prématuré. Michel, il va épandre. Pardon? Michel, il va épandre. Michel, il va épandre sur cette terre. Je crois pas, non. Non, parce que l'épandage, oui, ça marche une mondiale. Ouais. Non, et puis, non. On a le jeu, Il est pas... Et puis, je vais poser la question, lui, et puis il est dubitatif aussi. Hein. Non. Il faut qu'on décide aujourd'hui. Ben oui. Ben oui, notre avis il est aujourd'hui. Mais vous savez, Moi, on peut donner un avis. Si on donne un avis négatif, qu'on justifie avec, sachant que les demandes, c'est d'avoir une bonne connaissance des choses, je ne pense pas qu'il y aura d'impact autre que. Parce que bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Déjà, on va dire que je ne sais pas combien de personnes se sont coltinées ce dossier. Ben, là, Je l'ai moi, lu. j'ai pas eu le temps. J'ai lu les deux bouquins, mais. Juste, basiquement, ça fonctionne avec un produit qui est lisier, ça fonctionne avec de l'herbe, et donc ça veut dire que s'il double, il va falloir doubler les quantités qu'on va amener dans l'usine. Est-ce qu'on est capable de doubler ces quantités? Est-ce que par déviance, ça ne va pas impliquer obligatoirement qu'il y ait des terres qui font l'agriculture plutôt pour nous nourrir, c'est-à-dire du blé, des céréales, du maïs, et que tout d'un coup ils passent sur autre chose pour fabriquer plus, pour alimenter, et là c'est le risque aussi. Donc est-ce que c'est pas prématuré, tout d'un coup ils doublent leur volume? C'est plus que doublé. Mais l'usine a été prévue au départ. C'est là où il y a un petit, petit truc. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une intention d'aller plus loin. Alors, oui, ils sont partis sur une petite quantité, et là, c'est plus que doublé, puisque dans les cibles, c'est multiplié par 3, et dans les prairies, c'est par 8. Donc, c'est plus que doublé. Dans ces intentions-là qui sont prévues. Mais je rejoins ce que tu dis, notamment en matière de dire, on n'est pas sûr du résultat, on n'est pas sûr de l'impact, si on n'a pas un bon suivi, donc... Moi, je l'ai, voilà. Ouais. c'est pas tellement le lisier qu'on va doubler. Hein. Le lisier consommé. Oui, mais ça, c'est précisé dans le document. Ils expliquent d'où vient le lisier vers la provenance des produits. Pas la provenance directe, non. On ne sait pas de quel endroit ils viennent du secteur. On nous dit qu'ils viennent d'un rayon de 15 km. Parfois, en absence, ils sont allés en chercher plus loin. Mais bon.
Prématuré. Hein? On va mettre au voix? Non? Oui, oui. Non? Vous voulez dire autre chose? Non, mais ça me semble prématuré. Moi, ça me semble prématuré pour beaucoup d'éléments qui ont été dits là autour de la table. Ne pas donner d'avis, ça vaut avis favorable. Bah, alors sans être opposé, Ah ben, on est pour, on est contre. Voilà. Ben, si on s'abstient, ça veut dire que ça ne compte pas. ouais. Donc, Donc on est pour, on est effectivement, contre. il faut être contre, mais étayer. Est-ce qu'on est capable d'étayer en si peu de jours? Parce que la remise de Ouais, la ce que je réponse, vous ai dit. la remise de la réponse, c'est avant le 1er janvier, je crois. Oui. Ouais. Donc il faut être capable d'étayer un peu d'ici là pour que notre opposition... Non, mais si on prend une décision ce soir, il faut que je vous dise. Je vais vous. D'abord, on va voir si on va voter et en toute liberté et indépendance. Je vais vous proposer le texte sans addendum. Et puis vous allez me dire oui, non ou abstention. Et puis après, en fonction de la réponse, on dira s'il faut étayer ou pas et on rajoutera. Je crois que c'est mieux. Le maire expose. La société Métaval de Saône a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône une demande d'enregistrement en vue de l'exploitation de l'unité de méthanisation située chemin de Clérange, parcelle numéro 127, 125, 123 et 120, section ZN sur la commune de Dracé. L'enquête publique relative à cette procédure se déroule du 17 novembre 2022 au 15 décembre 2022. Le dossier d'enquête publique relative à la demande présentée par la société Métaval de Saône est joint à la note de synthèse. En application de l'article L181-38 du Code de l'environnement, la commune de Saint-Georges-de-Renin est invitée à émettre un avis. Pour être pris en considération, cet avis devra être émis au plus tard par l'Assemblée délibérante dans les 15 jours suivant la clôture de l'enquête publique, soit avant le 1er janvier 2023. Après délibération, le conseil municipal décide de formuler un avis, on va dire favorable, et celui qui est défavorable, il votera contre, sur le projet d'exploitation d'une unité de méthanisation, qui est pour donner un avis favorable d'abord, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. 3, qui est le troisième? Hervé? Ah pardon, Trois, c'est bien 3, hein, c'est ça, hein? C'est bien ça. Les 3 abstentions, Hervé Cherpeau, Franck Joly et Pierre Miriès. Donc si on vote contre, moi je propose de mettre quelque chose, de dire que il nous semble que les éléments que nous avons ne sont pas suffisamment pertinents pour donner un avis favorable, notamment en matière d'utilisation des surfaces d'épandage, de la quantité et de la qualité du suivi, de la qualité du suivi de l'épandage, régulièrement bien sûr, et en ce qui concerne les cultures intermédiaires et autres qui représentent 77%, on voudrait en connaître les origines de façon plus précise, de façon à ce qu'il n'y ait pas risque de compétition avec d'autres cultures ou de pénalisation des autres cultures. Et aussi, ce qui aurait été judicieux, c'est d'avoir la façon dont s'est déroulée depuis l'ouverture de l'usine, cette méthanisation et d'où venaient les différents lisiers, cives, etc. Et quel était le suivi environnemental de chaque épandage. Je ne sais pas, est-ce que ça vous paraît... C'est bien. Donc on va à la réunion publique, du coup, ou pas? Non. Non, on vote. On vote. Et on vote selon ce que... Oui. Moi, j'ajouterais qu'effectivement, ce serait intéressant quand même peut-être d'être étayé d'un l'avis d'un organisme indépendant sur le sujet, enfin on va dire, qui est qualifié. Non, mais ça aurait été intéressant d'avoir en fait pour étayer, enfin justement pour avoir un point de vue. Parce que là, clairement, nous, on connaît pas. Oui, en l'absence d'avis.
d'avis indépendant sur cette étude, nous ne pouvons pas donner un avis favorable de votre propre. Je vous remercie. Ben, c'était pas simple. Excusez-moi, c'était pas simple à expliquer, mais c'est pas simple. Et même moi, je me pose des questions. Voilà. Merci pour votre aide sur ce dossier difficile. Subvention CCAS. Blandine. Donc, en fin d'année, donc comme on est en fin d'année 2022, il faut qu'on clôture les comptes, que ça soit du CCAS ou de la commune. Et il s'avère que, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin 2021, on avait voté une avance de trésorerie pour l'EHPAD en attente des remboursements de l'ARS qui devait arriver courant mars 2022, compte tenu des frais Covid qui avaient été engendrés. Et il s'avère que la situation financière d'EHPAD est assez tendue et donc qui ne sont pas en mesure de rembourser cette avance de 40 000 €. Et donc, par conséquent, on vous demande ce soir de transformer cette avance en subvention et donc d'annuler la dette de 40 000 € du CCAS, enfin de l'EHPAD, envers la commune. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas, Jocelyne, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je vais peut-être dire qu'effectivement, il y a eu une situation en début d'année dernière qui a été extrêmement tendue. On a eu des règlements qui se sont faits de façon différée et malgré, donc on pensait, ça a reconstitué partiellement la trésorerie. En revanche, l'EHPAD aujourd'hui est dans l'incapacité de rembourser ces 40 000 €. On espère que ça s'améliorera dans le futur, mais bon, on ne se fait pas trop d'illusions. Et d'un autre côté, on doit prendre une décision parce qu'on ne peut pas garder une avance en permanence. Sachant que l'EHPAD a bien été remboursé par l'ARS des sommes qui étaient dues, mais c'est surtout dû à l'augmentation du fonctionnement, quoi. Ben, les salaires, et puis l'énergie. Et puis l'énergie, plein de choses. Oui. Je voulais la délibération. Pas d'autres questions? Vous pouvez poser des questions. À l'avenir, comment... Eh ben, on suivra ça de très près, mais je ne peux pas vous faire une projection sur 3 ans. Ah ben mais si, on en a un, mais c'est très tendu, un plan d'affaires. Mais on t'invitera à participer à la... Non mais oui. C'est le terme consacré. Hein. Non, prévisionnel. En France, c'est ce qu'on dit, mais cela étant, on sait ce que tu voulais dire, on se doute, mais c'est... En fait, on est, chère madame, c'est pas ridicule, on est dans un domaine où en fait, c'est pas du commerce, on a une activité commerciale puisqu'on reçoit, on traite des patients en hôtellerie, on les traite en plein de choses, mais c'est extrêmement difficile. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a aussi des périodes de vacances, parce que malheureusement les gens, malgré les listes d'attente, il y a toujours... Et puis là, les procédures avec le Covid, elles étaient plus longues. On ne pouvait pas remettre quelqu'un, bien qu'il y avait des attentes, tout de suite. Donc il y a eu beaucoup de contraintes, et puis avec des règles qui sont un petit peu durcies. Il ne faut pas oublier aussi, et peut-être que là, il y aura d'autres questions à se poser, c'est qu'on est parmi les moins chers du secteur. Ben oui, mais on ne peut pas augmenter non plus de manière rapide. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il est très difficile de faire un prévisionnel et d'assurer le coût. Là, il y a eu différentes choses qui ont fait qu'en janvier et février, on a failli ne pas pouvoir faire les payes. Mais parce que certains règlements s'étaient perdus dans d'autres organismes. Donc voilà, il y a eu les changements de trésorerie entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc c'était assez compliqué, et ces 40 000 € ont bien servi à passer cette période. Et aujourd'hui, l'EHPAD, la trésorerie s'est un peu reconstituée, mais elle est toujours très tendue. Il y a un suivi, pas quotidien, mais oui, on a mensuel, un suivi très précis. Voilà.
Donc, Monsieur le maire rappelle la délibération numéro 2021-62 qui octroyait une avance de trésorerie à l'EHPAD Les Jardins d'Anne à hauteur de 40 000 €. Celui-ci s'engageait alors à rembourser cette avance de trésorerie au plus tard le 31 mars 2022. Malheureusement, la situation financière de l'EHPAD Les Jardins d'Anne reste toujours très tendue. En effet, le contexte actuel caractérisé par la hausse des prix pour l'alimentaire et les soins, l'augmentation des prix de l'énergie et l'évolution de la masse salariale n'a pas permis à l'EHPAD de rembourser ses avances de trésorerie de 40 000 €. Dans ce cadre, et pour permettre à l'EHPAD Les Jardins d'Anne de subvenir à ses dépenses incompressibles de fonctionnement, Monsieur le maire propose au conseil municipal de transformer cette avance de trésorerie en subvention. Donc le conseil, après délibération, annule la délibération numéro 2021-62, décide de verser une subvention à l'EHPAD Les Jardins d'Anne à hauteur de 40 000 €, autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nous allons passer aux questions diverses. Est-ce que vous en avez? Bon, c'est plus une information, simplement par rapport au conseil communal des enfants. Vous savez qu'il a été mis en place il y a quelque temps et que le premier conseil a eu lieu le 14 novembre. Depuis, il y a eu 3 commissions qui se sont créées. Les 3 commissions se sont réunies. Il y a eu une première commission environnement qui s'est réunie mardi dernier, une commission sociale et solidarité qui s'est réunie samedi matin, et la dernière s'est réunie cet après-midi, la commission sécurité. Donc les enfants ont fait des propositions. Le lundi 16 janvier, il y aura un conseil communal des enfants. Ils décideront des propositions qui sont retenues. Et par la suite, ils viendront l'exposer au conseil communal des adultes, comme j'aime à dire régulièrement, et demander éventuellement des subventions à monsieur le maire pour réaliser leur projet. Voilà, donc l'avancement du conseil communal des enfants. Si vous voulez, ceux de la commission, si vous voulez rajouter quelque chose. Intérêt de Creuse dans le parc, il a tout dit. C'est bien. Il servent de des C'est très bien, on sent quand même qu'ils sont motivés, donc c'est intéressant. Et moi j'attends de savoir ce qu'ils vont proposer. Voilà. Parce que on passe vraiment des moments très très intéressants. Et si on pouvait vraiment faire un verbatim de ce qu'ils disent, ça serait magnifique. Mais on vous en réserve quelques. D'autres questions diverses? D'autres observations? Non, t'as rien à dire, Florence? Non? Je vais parler des manifestations qui restent à venir sur le mois de décembre. Ce dimanche, on a le repas des anciens qui est organisé par le comité d'entraide pour les personnes âgées qui a lieu à la Pirogue. Donc Jocelyne en parlera un petit peu après moi. Et sinon, la fin de l'année va se terminer et puis comment? 31 décembre. Voilà. Et donc on se retrouvera en janvier et donc vous pouvez déjà noter que les vœux du maire auront lieu le vendredi 20 janvier à l'espace culturel de la Pirogue. Voilà. Jocelyne, alors? Bon, je vais venir vous parler du repas. Je vous remercie déjà pour les invitations. Alors, nous avons répertorié 294 invités. J'espère qu'ils seront tous là dimanche. Et nous aurons également 34 bénévoles pour servir. Voilà. Donc, samedi matin, nous installons la salle à la Pirogue. Donc, nous avons besoin de beaucoup de bras pour installer les lampes à partir de 9h. Oui, c'est tôt, mais il faut. Voilà. Quoi d'autre? Les boîtes de chocolat, vous ne partez pas tout de suite, vous seront remises après le conseil. Hein? Voilà, donc vous pouvez les distribuer, commencer à partir de les distribuer dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Un peu tard quand même. Oui, si tu veux.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? La préparation. Le dimanche matin, vers 11h, je dirais. Parce qu'il y a des personnes à aller chercher. Bon, on a vu avec les différentes personnes qui ont été visiter les gens par quartier, donc ils retournent au même endroit, ils savent où ils habitent et connaissent les gens. Voilà. Autrement, non, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors apportez-ci pour servir. Apportez des maniques parce que les assiettes seront chaudes. Donc chacun apporte ce qu'il faut pour porter. Et puis, comment? Oh, ça sans doute, ça arrive à tout le monde. Et puis d'autre part, il y aura les enfants du conseil qui viendront servir le dessert à partir de 17h, c'est ça? Donc ils profiteront également du dessert avec nous. Voilà. Ils pousseront peut-être la chansonnette aussi, s'ils sont encore. Je sais pas. Si la France est en finale. Alors j'insiste justement par rapport à ça. La salle doit être débarrassée le soir. On a besoin aussi de beaucoup d'aide le soir. Ouais. Je pense que Saint-Georges passe d'abord. Voilà. Je vous remercie pour votre implication. Oui, je peux ajouter quand même qu'on va remercier le CEPA et toute son équipe qui ont beaucoup œuvré avec Jocelyne. Ça n'est pas simple d'organiser tout ça. Voilà. Et puis remercier tous ceux qui ont participé au thé dansant, parce que ça a permis de mettre un petit peu de beurre dans les épinards du CEPA, et notamment lors du repas de l'EHPAD, le président du CEPA a offert un petit cadeau à chaque résident. Oui. Et ça a été bien apprécié, donc tant mieux. Voilà, le concours de pétanque, on vous dit la date tout de suite. Il y en aura un cette année, j'espère que Monsieur Franck Silano, c'est le 30 juin voilà. 2023. Et j'espère qu'on n'aura pas une concurrence le lendemain. Non, le 30 juin 2023, toute la pétanque sera là, avec les conjoints et les amis. Oui, mais justement, il faudra le décaler celui-là. Il y a eu un concours pétanque aussi. Bien, d'autres observations, il n'y a pas que la pétanque. Mais merci. Dimanche, il y aura le repas des anciens, mais dès jeudi midi, il y a le repas de tous les enfants au centre culturel aussi. 350 enfants. On a battu les anciens. Le 6 janvier, il y a la Gélion. On a eu le marché de Noël hier aussi, personne n'en parle, mais il y avait pas mal d'exposants, c'était un très beau marché. Pas le comité des fêtes, oui, mais très beau marché de Noël. Merci. Pas d'autres questions diverses? Je vous propose de faire le prochain conseil municipal le 16 janvier 2023, pour ceux qui écoutent, même pour les autres. On le fera le 16 janvier 2023 à 19h30, si vous êtes toujours pour cet horaire. Et bien voilà, merci. Je déclare clos ce conseil municipal du 12 décembre 2022 et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et passez de bonnes fêtes de fin d'année et un bon nouvel an. Merci.